Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Baudouin de Charneux. Il n'est guère aisé d'étudier l'ésotérisme. En effet, du point de vue scientifique, prononcer ce mot signifie être confronté à une multitude de questions méthodologiques plus délicates les unes que les autres. Aussi, le savant étant un animal prudent par éducation, il renonce volontiers à l'utilisation d'un terme susceptible d'entraîner une série de malentendus. Si l'on adopte un point de vue moins frileux, un chercheur peut être courageux, les choses sont encore plus complexes. Parler d'ésotérisme, pour certains, c'est verser dans la pratique d'un discours charriant un flot de comparaisons, d'analogies, de métaphores, de métonymies, bref la promesse de mots de tête assortis de lancements linguistiques. C'est aussi endosser l'accusation, parfois formulée, parfois tacite, de s'intéresser à des courants plus que troubles sur le plan idéologique. Sottise direz-vous, prenant un air ingénu ? Que nenni, dans le monde académique comme dans d'autres, certains pensent qu'il faut être un poisson pour parler de pisciculture. Certes, la proposition est boiteuse sur le plan logique, mais qu'à cela ne tienne, le pas est vite franchi. Un spécialiste des religions est croyant, un spécialiste de l'herméneutique est herméneute, un spécialiste de l'ésotérisme est ésotériste. Après tout, les savants en sciences chimiques ne sont-ils pas composés de molécules ? Il faut donc un certain courage pour s'attaquer à un sujet qui, aux yeux de certains, est disqualifiant a priori sur le plan idéologique. Autant dire que les chercheurs qui se sont engagés dans l'aventure proposée par Olivier Santamaria, qui coordonne les travaux du GREMME, sont à mes yeux, des héros des temps modernes guidés par un preux d'entre les preux. Tels les pères de l'Église qui jadis distribuaient les coups, tantôt aux ennemis du dehors, tantôt aux ennemis du dedans, ils pourfendent aujourd'hui les préjugés, plats réchauffés, stéréotypes et autres lieux communs que véhicule le grand public et parfois un public qui devrait être plus averti. Qu'importe, ils s'attaquent ici à de gigantesques moulins qui brassent, de leurs grands bras, le vent des illusions métaphysiques, le souffle des désirs d'immortalité, l'haleine des monstres symboliques. Emboîtant le pas à l'homme de la Mancha, ils caressent de leurs plumes les désirs de gloire théologique et symbolique de penseurs en quête d'absolu. Ils sont des chevaliers de l'invisible. Trottinant sur un âne, tel Sancho Panza, ils s'efforcent de ramener à la réalité les désirs les plus fous rêvés par les hommes. Ils sont les travailleurs du symbole. Séduisants, tels la Dulcinée del Toboso, ils invitent les voyageurs de la pensée à goûter quelques instants de bonheur en goûtant les plaisirs rustiques d'une auberge espagnole. Oui, il est quelque chose de l'idéal en creux du Quichotte qui est partagé par ces chercheurs d'invisibles, davantage inspirés par l'art des orpailleurs que par les discours méthodologiques des académiciens. Jamais essentialistes, mais la bouche pleine de propos symboliques, toujours rigoureux mais donnant à songer, ces chercheurs mènent un combat. Une vieille lutte. Celle de la raison domptant l'illumination. Pour les uns, ils clarifient un monde qui serait resté incompréhensible et inaccessible, sans leur connaissance. Pour d'autres, ils réajustent le regard, rendant à la langue, à l'histoire, à la philosophie ce qui lui revient dans un univers où tout semblait confondu. Oui, entre Don Quichotte, pétri d'idéal chevaleresque, et Sancho Panza, assis sur son humble monture, il est un point commun. L'admiration. Quichotte, à la dérobée, jette un œil inquiet sur Sancho, lui qui sait les choses de la vie. Que deviendrait-il sans lui ? Sancho ne quitte pas du regard Quichotte, lui qui sait lire et même écrire. Ils sont inséparables dans nos imaginaires. Ils sont un peu de nous, mortels voyageant sous le soleil brûlant des illusions, géants vaillants lorsqu'il s'agit de charger les moulins tournoyant au loin, nains poltrons lorsqu'il s'agit de combattre nos passions intimes. Qu'importe, ils cherchent. Ces penseurs s'attachant à l'étude de l'ésotérisme ne sont pas des scientifiques comme les autres. La pierre qu'ils taillent est philosophale, non par choix personnel, mais par définition. C'est le cœur de l'humanité qu'ils étudient, sa contradiction fondatrice, son origine barrée. En un ultime retour, ils sont donc les plus réalistes d'entre nous. Avant-propos. Olivier Santamaria et Anna Maria Vileno. Le GREMME, groupe de recherche et d'études des mouvements maçonniques et ésotériques. 1. Les études maçonniques. Le séminaire du GRMM a reçu des autorités du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, CIERL,
la vocation d'étudier la franc-maçonnerie et les mouvements ésotériques ou initiatiques, en particulier dans le monde occidental contemporain. La franc-maçonnerie et les spiritualités libres ont toujours connu une place de choix parmi les intérêts de nombreux professeurs de notre université. À commencer bien sûr par Pierre Théodore Verhagen lui-même qui, en 1834, aidé de quelques-uns de ses amis philanthropes, a donné l'impulsion nécessaire à ce qui allait devenir quelques années plus tard l'Université libre de Bruxelles. En son hommage, une chaire d'études maçonniques a été fondée en 1983 avec le soutien du Grand Orient de Belgique, et elle sera dirigée par Hervé Asquin. C'est aujourd'hui à Jean-Pierre Devroet que revient l'honneur de cette charge. C'est à ce moment également que, sous l'impulsion du professeur Asquin, l'Institut d'histoire du christianisme est devenu l'Institut d'études des religions et de la laïcité. Ce qui est aujourd'hui le CIERL élargissait alors considérablement ses préoccupations académiques pour étudier le phénomène religieux dans toutes ses dimensions, ainsi que les spiritualités libres ou non confessionnelles, et en particulier la maçonnerie. Depuis, le programme des cours dispensés par notre centre comprend notamment un module consacré à la laïcité, au libre examen et à la franc-maçonnerie, cette dernière étant étudiée dans une perspective historique, histoire de la franc-maçonnerie, autant que du point de vue des symboles, théorie et histoire du symbolisme maçonnique. Les séances de cours sont ou ont été assurées par Luc Néfontaine, Pierre-Frédéric Daled, Jean-Philippe Schreiber et Baudouin de Charneux. 2. L'ésotérisme. Par ailleurs, depuis les années 1960 et plus manifestement depuis une dizaine d'années, le monde académique s'est ouvert à une discipline nouvelle, l'histoire des courants ésotériques occidentaux. Né dans le sillage des travaux pionniers de François Secret et d'Antoine Fèvre sur l'ésotérisme chrétien et sur l'hermétisme, germanique en particulier, la discipline s'est progressivement dotée d'un appareil conceptuel et méthodologique qui séduit aujourd'hui un nombre croissant de chercheurs au niveau international. Plusieurs chaires et programmes de cours y sont expressément consacrés. Citons les séminaires d'Antoine Fèvre, de Jean-Pierre Brache et de Jean-Pierre Laurent à la 5e section de l'École pratique des hautes études. Le master dénommé Mysticisme et ésotérisme occidental, proposé depuis 10 ans par l'Université d'Amsterdam sous la direction de Wouter Hanegraaff. Le master orienté vers la recherche sur l'ésotérisme occidental, à l'Université d'Exeter en Angleterre assuré par une dizaine de professeurs, et dirigé par Nicholas Goodrick Clark, et enfin de très nombreux groupes de recherche, de sociétés savantes, de colloques et de cycles de conférences qui se proposent d'étudier cette forme de pensée particulière qui s'exprime parfois tantôt dans les religions, tantôt dans les philosophies, et dans l'Occident contemporain, souvent dans les sociétés initiatiques et que l'on appelle ésotérisme. 3. Le GREM. Le groupe de recherche et d'études sur les mouvements maçonniques et ésotériques, qui a donné l'acronyme de GREMME, se situe à la conjonction de ces deux disciplines, études de la franc-maçonnerie, études de l'ésotérisme occidental. Ce groupe de recherche, qui existe depuis 2010 grâce aux efforts conjugués de plusieurs chercheurs du CIERL, entend bénéficier de l'héritage intellectuel et institutionnel de la maçonnologie tel qu'il existe depuis quelques décennies à l'ULB, mais il entend également s'ouvrir à ce vaste champ d'études relativement nouveau, l'ésotérisme occidental. Pour ce faire, le GREMME organise annuellement une série de 6 conférences qui ont lieu au CIERL d'octobre à mai et qui accueillent chercheurs et professeurs spécialistes des deux disciplines. Chaque cycle, d'une durée de 2 ans soit entre 10 et 12 conférences, est consacré à l'exploration d'un thème qui fait la jonction entre ces deux champs d'études. 2008 à 2009, franc-maçonnerie et théâtralité. 2009 à 2010, franc-maçonnerie et ésotérisme, entre mystère et théâtralité. 2010 à 2011, présence de l'ésotérisme chrétien dans la franc-maçonnerie. 2011 à 2012, présence de l'ésotérisme chrétien dans la franc-maçonnerie 2. Les cahiers du GREM numéro 1. Ce premier cahier du GREM s'ouvre sur une contribution de Gilles Rémy, tirée de la conférence qu'il avait prononcée dans le cadre du premier cycle de conférences consacré au rapport entre franc-maçonnerie et théâtralité. L'auteur nous invite à une lecture maçonnique de la flûte enchantée,
lors de laquelle il fait le point sur les significations maçonniques du célèbre opéra de Mozart. Après avoir rappelé les conditions de la genèse de l'œuvre, l'auteur analyse en profondeur plusieurs symboles sous-jacents. Sont ainsi passés en revue le langage musical et sa construction géométrique, où l'auteur montre comment la rythme, instrument et texte s'associent pour exprimer les phases de l'initiation et les principes maçonniques tels que Ordo Abe Chao. Enfin, l'auteur propose une étude approfondie du personnage de Pamina comme figure de l'initié, sur fond des idées philosophiques du XVIIe siècle et à la lumière de la maçonnerie d'adoption et des idées personnelles de Mozart. Dans le deuxième article de ce volume, Alain Knuth prend pour fil d'Ariane le concept de théâtralité appliqué à l'institution maçonnique. Afin de saisir la polymorphie de la franc-maçonnerie actuelle, l'auteur propose d'examiner les pratiques rituelles maçonniques en sollicitant plusieurs schémas interprétatifs, parmi lesquels ceux d'Erving Goffman. Au-delà de l'étude de la théâtralité maçonnique dans toutes ses implications, il s'agit d'étudier les rapports de l'ordre à la société dans laquelle il s'insère. Suivant la métaphore du monde de l'art, l'article évoque le moment baroqueux de la maçonnerie à partir des années 1970, mais aussi le franchisage, comme type de rapport entre la loge et son obédience. On trouvera ensuite les 5 conférences qui constituaient le cycle 2009 à 2010. Tout en prolongeant le thème de la théâtralité en maçonnerie, celui-ci est complété par l'étude de la présence de l'ésotérisme dans les différents rituels. Ainsi, un premier article, du professeur Henrik Bogdan, est consacré à l'étude de l'influence de la Kabbale dans la formation du grade de maître maçon, tel que formulé dans la théorie d'Arthur E. White, en examinant plus particulièrement ses développements dans l'usage de la légende iramique. Dans son article consacré à la perception de René Guénon dans la maçonnerie contemporaine de langue française, Luc Néfontaine réexamine avec finesse le statut de ce personnage controversé, en tentant de comprendre la manière dont il a pu séduire tant les maçons, déçus par l'agnosticisme, l'anticléricalisme ou la dimension politique de la maçonnerie, que ceux qui s'en revendiquent. Il semble qu'il faille chercher du côté de la justification de la dimension initiatique de la maçonnerie par Guénon, qui a le mérite de susciter le questionnement. L'auteur souligne que, même dans une société comme la franc-maçonnerie dont la vocation est la remise en question des préjugés, les détracteurs de Guénon ne se donnent pourtant guère la peine de l'étudier, voire même de le lire, et que la critique est souvent légère, empreinte de préjugés, insuffisamment construite. En face, conclut l'auteur, guénoniens et guénolâtres qui passent volontiers pour des ultras, suscitent en retour l'ire des antis, provoquant les mêmes excès, les mêmes aveuglements. Il n'est point facile de raison garder devant la passion suscitée par l'ésotériste de Blois. C'est encore de la légende iramique dont il sera question dans l'article de Philippe Langlais. En effet, à travers une fine analyse du rituel de grade de maître, l'auteur met à jour nombre de similitudes entre le culte des reliques et les gestes dévolus au corps de fondateurs de communautés chrétiennes et ceux entourant la figure d'Hiram dans le rituel maçonnique. L'auteur montre que, dans le récit de la légende du maître Hiram, telle qu'elle apparaît dans l'ensemble des versions utilisées, soit une 60aine de textes, coexistent 2 trames dont les sources, bien que différentes, ont en commun le fait d'être enracinées dans la culture chrétienne. La première trame prend pour modèle la Passion de Jésus, alors que la seconde puise dans les récits hagiograïques et le culte des reliques tous les détails concernant la disparition, la redécouverte et divers événements affectant le corps du maître. L'article de Jean-Marc Vivensa explore la manière dont la franc-maçonnerie a, dès son origine, intégré des formes de sociabilité fort anciennes. À travers l'exemple de la Savoie, l'auteur rappelle le caractère fondamentalement chrétien de la maçonnerie au XVIIIe siècle et ses rapports étroits notamment avec les confréries de pénitents. Dans un second temps, l'auteur montre qu'avec la naissance des tiers-ordres au XIXe siècle, la situation s'inverse, marquant un écart de plus en plus grand entre association catholique et maçonnerie. Le dernier article de la série nous ramène à la figure de René Guénon, avec la contribution du professeur Bruno Pinchard, Lignes infinies, grandeurs évanouissantes, Guénon face à Leibniz. Il s'agit cette fois de réexaminer le refus de la modernité que l'on prête habituellement à Guénon. En effet, à travers l'étude de la lecture guénonienne de Leibniz et des mathématiques modernes, l'auteur montre comment Guénon a pu invoquer la tradition, non pas contre la modernité, mais pour comprendre la modernité.
Ainsi, Bruno Pinchard confrontera Guénon à Leibniz, les états multiples de l'être aux fictions utiles du calcul infinitésimal. Il estime que, dans ce simple essai sur Leibniz, que constituent les principes du calcul infinitésimal, Guénon se dévoile et il est partout où on ne l'attend pas, et jamais là où un discours convenu l'attend, car l'enjeu implicite de cette controverse est la question de l'initiation. Le maître de l'ésotérisme dévoile alors les principes implicites de son ontologie. Une ontologie de l'initiation est toujours une ontologie qui introduit une discontinuité dans un processus. L'ésotérisme enseigne le discontinu à l'optimisme des modernes. L'initiation est toujours une initiation à la discontinuité du monde. Ce premier cahier comporte également une seconde partie composée d'articles n'ayant pas fait l'objet d'une conférence dans le cadre du séminaire du GREMME. Ceux-ci explorent la place qu'occupe le secret dans l'histoire et le fonctionnement maçonnique, thème dont l'étude sera prolongée dans le prochain volume des cahiers du GREM. Nous devons la première contribution à Céline Brion-Portet. À travers l'analyse des différentes fonctions du secret au sein de la réalité maçonnique prise dans son ensemble d'une part et de l'importance du silence, composante essentielle du secret dans sa dimension initiatique d'autre part, il s'agit pour l'auteur de circonscrire l'opacité que l'on prête à la franc-maçonnerie et le rôle de cette opacité dans la vie intérieure même de l'homme postmoderne. Nicoletta Casano, spécialiste de l'histoire de la maçonnerie italienne, consacre son article à l'étude des condamnations de la franc-maçonnerie contemporaine à travers l'exemple de l'Italie. En effet, il apparaît que le secret est à la base de toute condamnation, en raison de l'incapacité des sociétés civiles et religieuses à cerner le sens ésotérique profond du secret maçonnique. Après un bref rappel des condamnations papales de la maçonnerie, l'auteur s'attache plus longuement à la position antimaçonnique présente tant du côté socialiste que du côté fasciste ou nationaliste italien. Le présent volume s'achève sur un article de Stéphane François qui s'attache à l'étude des rapports complexes qu'entretiennent l'ésotérisme traditionnel d'une part, et la notion d'initiation d'autre part. Compte tenu de la confusion qui existe au niveau lexical pour désigner le secret, puisque l'on invoque indifféremment les termes d'hermétisme, d'occultisme ou encore d'ésotérisme, l'auteur situe l'origine et la portée de ces différents termes dans le but de délimiter scientifiquement l'ère de l'ésotérisme. En effet, il s'agit de comprendre dans quelle mesure la science universitaire peut rendre compte de la réalité traditionnelle, notamment dans le cadre de l'étude de la franc-maçonnerie. Une lecture maçonnique de la flûte enchantée. Gilles Rémy. Mozart, un franc-maçon engagé. De tous les compositeurs, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 à 1791, est un des plus ardents défenseurs des valeurs de la franc-maçonnerie. Liberté, égalité et fraternité résonnent continuellement dans son œuvre lyrique où universalité rime avec tolérance, respect et dignité humaine. Si ces personnages incarnent la liberté et la solidarité dans l'enlèvement au sérail, 1782, ainsi que l'égalité et la tolérance dans les noces de Figaro, 1786, c'est bien évidemment dans la flûte enchantée, 1791, véritable plaidoyer maçonnique, qu'il réalise la synthèse de ses convictions. Le cœur final de ce Singspiel considéré comme son testament philosophique, s'achève, en apothéose, sur les trois piliers fondamentaux de l'édifice maçonnique. La force qui triomphe couronne et récompense. La sagesse et la beauté, pour l'éternité. Renvoyant au rituel de fermeture des travaux en loge, ces mots possèdent une double résonance. Ils chantent tout autant le triomphe de la perfection et de la sagesse que celui de la pureté des sentiments du cœur. En s'engageant à promouvoir toutes ces valeurs extramuros, Mozart défend sans cesse ses idéaux démocratiques dans ses opéras qui voient le jour dans une société absolutiste. Non content d'œuvrer à la vie maçonnique par ses compositions exclusivement réservées aux loges, il ne cesse de propager à travers sa création ses convictions philosophiques et politiques, au péril de sa réputation et peut-être de sa vie. Tout en ménageant les craintes d'un Joseph II et surtout en faisant les compromis nécessaires face à la censure dont il est l'objet, dans les noces de Figaro notamment, Mozart milite, dans un contexte pré-révolutionnaire, pour une société égalitaire, de classe comme de genre, et pour un nouvel ordre social où la liberté de pensée liée à sa conception des droits de l'homme s'affirme par la force et la beauté du chant dans la flûte enchantée.
Un rapide détour historique est nécessaire pour saisir les liens entre Mozart et la franc-maçonnerie autrichienne liée au pouvoir politique à cette époque. Le 14 décembre 1784, Mozart est initié dans la loge viennoise La Bienfaisance, bientôt regroupée avec d'autres ateliers sous le nom de la Nouvelle Espérance, couronnée suite au décret Frémaurepat 1785 de Joseph II qui impose cette restructuration. Tolérant, l'empereur dont Mozart est un partisan se montre très attentif au développement de la maçonnerie dont il souhaite conserver un droit de regard. Après son décès, 1790, une année avant la création de la flûte enchantée, son frère Léopold II lui succède pour 2 ans seulement, 1790 à 1792, en se montrant relativement indifférent à l'égard de l'ordre. C'est dans ce contexte, sans hostilité particulière, que l'opéra maçonnique voit le jour, peu de temps avant le décès rapide de Léopold II. Après la mort de ce dernier, un processus inverse se déclenche. Son successeur, François II, 1792 à 1835, harcèle et malmène les loges qui se mettent en sommeil en 1794 pour un long moment. Si la grande vague antimaçonnique est donc postérieure à la création de la flûte enchantée, il apparaît clairement que Mozart vit difficilement cette période de mise sous tutelle politique de la franc-maçonnerie et regrette que les contingences historiques puissent altérer, aux yeux du public, la valeur de son idéal. C'est probablement par réaction à cela qu'avec ses frères, il prend la décision de composer ce Singspiel qui est une déclaration de foi publique des idéaux maçonniques au moment où se profilent des risques de persécution. Les remous de ses préoccupations se font entendre dans les propos allusifs de Sarastro. Que le préjugé lance son blâme contre nous. La vérité et la raison le déchirent comme elles feraient d'une toile d'araignée. Ils n'ébranleront jamais nos colonnes. Et cependant, le cruel préjugé doit disparaître et il disparaîtra. Sitôt que Tamino possédera toute la grandeur de notre art difficile. Mozart et ses collaborateurs issus de la franc-maçonnerie, Schikaneder, von Born, Giesecke, Van Swieten, veulent défendre et démontrer que l'ordre n'est pas une communauté politique suspecte ou dangereuse mais une association fraternelle et initiatique. La raison qui les anime est bel et bien ce désir de défendre leurs croyances dans une composition bien réfléchie, fruit d'un acte délibéré. Face à un tel climat, la question de la censure de l'opéra se pose. À l'époque, c'est un jésuite franc-maçon, nommé par Joseph II, qui a la charge de surveillance des créations musicales. Situation favorable pour échapper à la censure en dépit de la prise de risque considérable pour Mozart, dont l'appartenance quasi publique à la franc-maçonnerie lui joue un rôle défavorable dans les dernières années de sa vie. En effet, l'ordre suspect est présumé dangereux pour l'autorité de l'État qui craint les idées nouvelles liées à la Révolution dont Mozart est un ardent défenseur. Bien loin d'adopter une attitude réservée, ce qui lui aurait facilité un certain retour en grâce face à ses difficultés financières, Mozart fait preuve d'un grand zèle dans l'affirmation publique de ses convictions. Genèse d'une œuvre collective. Aborder les sources de la flûte enchantée est complexe car celles-ci sont nombreuses tant du point de vue littéraire que musical. Il existe plusieurs antécédents musicaux comme Thamos, roi d'Égypte, 1773, de Mozart mais aussi des emprunts à de la musique populaire comme la chanson de Papageno, et In Mädchen, et des inspirations liées au choral luthérien comme le chant a cappella des hommes armés dans la tradition de Bach. Sur le plan du livret, on a découvert récemment l'importance du lien entre le Singspiel der Stein der Weisen, la pierre philosophale, et la flûte enchantée. D'autres récits ont servi à la genèse de l'opéra comme le conte de Christoph Martin Wieland, un maçon viennois de longue date, intitulé Tchinistan dans lequel figure le conte Lulu ou la flûte enchantée. Ce recueil important, Tchinistan qui signifie en persan pays du paradis, rassemble des contes orientaux de tradition soufie. Lulu ou la flûte enchantée est une adaptation de textes soufis persans. La filiation entre le soufisme et l'opéra de Mozart paraît évidente dans la mesure où le livret est très proche du conte de Wieland, lui-même écho de ce mouvement spirituel oriental fondé sur des récits et fables initiatiques. Rappelons que le soufisme qui désigne la mystique islamique se caractérise par la quête du moi spirituel, la recherche de la lumière, l'identité du visible et de l'invisible, le détachement, la permanence de la présence divine,
l'épuration par l'initiation dont la femme est l'essence et le moteur ainsi que la progression graduelle vers le progrès de l'homme et des rituels. Avec cet éclairage, ce conte de Wieland, Lulu ou la flûte enchantée, situe l'opéra de Mozart aux portes de l'Orient. L'origine du personnage de la Reine de la Nuit provient d'un des contes de fées dont Emmanuel Schikaneder s'est inspiré, à savoir le roman de l'abbé Terrasson Sétos, Histoire ou vie des monuments de l'ancienne Égypte, dont la traduction a servi aux auteurs du Singspiel. On y trouve la marâtre du prince de Sétos, la méchante reine d'Akula dont il triomphera en se faisant initier au mystère d'Isis et d'Osiris. À l'image du livret de la flûte enchantée, ce roman Sétos transpose les rites maçonniques dans une Égypte imaginaire. Toutes ces sources, Sétos, Lulu ou la flûte enchantée, la pierre philosophale et Thamos, roi d'Égypte, contribuent à nourrir le livret qui perpétue les traditions en édifiant une nouvelle légende à l'image d'un conte de fées maçonnique. D'évidence, plusieurs francs-maçons ont façonné le livret qui est le fruit d'une œuvre collective élaborée pendant quelques 6 mois. Si Schikaneder, bien qu'initié à Ratisbonne n'est plus membre d'une loge viennoise, est considéré comme le librettiste attitré, l'entreprise réunit un ensemble d'intervenants dans un projet commun. Giesecke, pseudonyme de Mestler, aurait proposé le sujet, Wieland aurait inspiré le récit et Mozart y aurait pris une part active. Selon le témoignage de Schikaneder en 1795, la participation du compositeur au livret est incontestable. Il dit avoir médité très soigneusement la pièce avec le divin Mozart. Un autre maçon illustre en la personne d'Igna von Born, passant pour être le modèle de Sarastro, joue probablement un rôle dans l'élaboration du livret malgré son décès pendant les répétitions de l'opéra. La flûte enchantée appartient au Singspiel, genre d'opéra chanté en allemand, qui naît dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le Singspiel, chant et jeu théâtral, suit la même découpe que l'opéra italien mais en alternant des dialogues parlés comme au théâtre, sans musique, ni chant avec des airs, des chœurs et des pièces instrumentales. La forme ou la structure est également conçue selon celle d'un opéra à numéros, mais sans véritable récitatif. Genre hybride où le sérieux côtoie le comique, la flûte enchantée offre, par la diversité de ses personnages, plusieurs niveaux de lecture. Le parcours initiatique lié à l'histoire d'amour dans une atmosphère de conte de fées. Dès 1787, le théâtre populaire Hof der Wieden, situé en dehors de Vienne et dirigé par Schikaneder, avait repris le flambeau des représentations du répertoire de Singspiel. C'est pour cette raison que la flûte enchantée est créée, le 30 septembre 1791, dans ce théâtre à la mode disposant d'une machinerie à la hauteur. Les décors de la création, dans lesquels évolue Schikaneder qui incarne le rôle de Papageno et Giesecke, un des esclaves, attestent de la présence de symboles maçonniques, triangles, étoiles et temps. Ces éléments visuels trouvent un écho dans le frontispice de la partition, œuvre du franc-maçon Alberti, d'où apparaît une série de symboles égyptiens et maçonniques comme le vase, la pyramide, l'arche et l'étoile. Cette genèse et création de l'opéra constitue une démonstration de la réalisation d'une œuvre en commun guidée par un même idéal désintéressé. Le symbolisme musical. Le langage musical maçonnique de Mozart s'est élaboré en plusieurs phases d'évolution avant d'atteindre son point culminant dans la flûte enchantée. Avant son initiation, Mozart était en contact avec de nombreux frères, et sa musique portait déjà la marque de cette orientation symbolique qui ne cessera de se développer au cours de sa vie. Ayant saisi le potentiel esthétique et spirituel du symbole, Mozart le transcrit dans son écriture musicale en parfaite adéquation avec le message qu'il contient et avec les règles de composition qui le mettent en valeur. Ces symboles peuvent constituer une source d'inspiration, mais n'ont pas un véritable pouvoir de création musicale. Mozart n'a jamais considéré l'insertion d'un symbole comme une obligation contraignante. En le transcrivant, il donne libre cours à une force créatrice identique à celle qu'il éprouve par le vécu du rituel. Dans le livret et dans la partition, de nombreux éléments et allusions font référence, sans les nommer, au rituel et au symbolisme maçonnique. À titre d'exemple, l'interprétation de l'ouverture de l'acte I est édifiante. Elle illustre la célèbre devise maçonnique, Ordo Abe Chao. Après l'énoncé des 5 batteries d'accords, sans quinte et en position renversée par un tutti orchestral, l'adagio introductif, par ses rythmes instables, son chromatisme et l'absence de thème, évoque les ténèbres, le chaos et le monde profane.
La rupture de tempo marque l'entrée de la fugue dont le sujet provient d'une sonate de Clementi. Symbole d'ordre, cette fugue, construction polyphonique horizontale de la musique, indique le passage vers la lumière confirmé par le retour des batteries d'accords, 3x3, qui présentent verticalement une stabilité et une progression uniquement confiées au vent maçonnique. Dans la tradition symbolique, ces bois et cuivres, clarinette, cordes basset sortes de clarinette alto, hautbois, flûte, cor et trombone, sont assimilés au souffle et à l'esprit. C'est la sonorité de prédilection des colonnes d'harmonie, au XVIIe siècle. Ce terme d'harmonie qui signifie groupe de vent en musique, renvoie au rituel maçonnique qui lui confère une signification plus large d'équilibre et de stabilité. Outre ce choix de la couleur, la symbolique du chiffre 3 qui est omniprésente dans la flûte enchantée, 3 garçons, 3 dames, 3 esclaves, 3 temples, trouve un écho dans la musique, 3 accords, 3 bémols, mi-b majeur, rythme ternaire et tierce. Un rituel d'initiation transparent? S'il est fait indiscutablement allusion à la franc-maçonnerie dans la flûte enchantée à de nombreuses reprises, l'initiation des protagonistes ne se déroule pas dans une véritable loge mais bien dans le temple d'Isis et d'Osiris. La référence à ce couple égyptien incestueux, Osiris est le frère et l'époux d'Isis, est constante dans l'opéra qui opère une véritable identification entre les protagonistes et ces divinités mythiques. Fasciné par l'Orient et l'Égypte en particulier, Mozart qui avait visité à Pompéi lorsqu'il avait 14 ans, le temple d'Isis fait référence à cet envoûtement dans le fameux air de Sarastro. Ô Isis et Osiris, accordés. L'esprit de sagesse au nouveau couple. Comme Isis qui est initiatrice et victorieuse de la mort, Pamina guide Tamino sur le sentier qui va de la mort à la lumière pour renaître. Cependant, il ne s'agit pas d'une composition maçonnique narratrice du rituel d'initiation dans tout son déroulement. S'il est incontestable que certaines épreuves y font référence, le rituel est non seulement masqué mais en partie dénaturé. Il n'y a aucun terme propre au rituel, ni aucun contenu ésotérique des symboles. Aucun outil exclusivement maçonnique n'est mentionné dans le livret en tant que tel. Pas de compas, pas d'équerre. Globalement, le symbolisme s'estompe à la fin pour laisser la place au bonheur de l'amour et à des moments d'humanité très intenses. Cependant, les voyages initiatiques sont évoqués de façon suffisamment fidèle pour que les maçons puissent les reconnaître au passage mais suffisamment transposés pour ne pas enfreindre le secret. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.